Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Aujourd'hui, je reçois Laurence Cossu-Beaumont. Bonjour Laurence. Bonjour Nicolas. Alors Laurence, vous êtes professeure des universités, spécialiste des États-Unis au département du monde anglophone à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes membre de l'équipe du Recherche CREW, donc c'est-à-dire Center for Research of the English Speaking World ou Centre de recherche du monde anglophone. Donc, on a mis le lien sur la page de présentation de l'émission sur notre site histoireensérie.com. Donc, à l'Université Sorbonne Nouvelle, vous enseignez des cours sur l'histoire des États-Unis en licence. Vous animez des séminaires de M1 et M2, notamment sur les études africaines-américaines, et vous préparez également les candidats et candidates à l'agrégation externe d'anglais. Donc, pour vos recherches personnelles, en tout cas, vous croisez l'histoire culturelle et l'histoire des études africaines-américaines avec des approches transnationales. On va le voir d'ailleurs dans la série du jour. Vous avez écrit de nombreux articles et chapitres d'ouvrages sur les conditions de publication et sur la réception en France et aux États-Unis de l'auteur africain-américain expatrié Richard Wright, ainsi que sur ses réseaux intellectuels. Donc, votre dernier ouvrage auquel vous avez participé, en tout cas, s'intitule Richard Wright in Context et vient de sortir au Cambridge University Press. Votre intérêt pour l'histoire africaine-américaine et pour les échanges entre la France et les États-Unis vous a conduit notamment à produire une édition commentée du texte de Gustave de Beaumont, Marie ou l'esclavage aux États-Unis. Gustave Beaumont, qui fut le compagnon de voyage de Tocqueville en Amérique, une édition parue chez l'éditeur Aux Forges de Vulcain en 2014. Vous préparez actuellement la publication d'un ouvrage sur des acteurs méconnus de la circulation culturelle transatlantique, les agents littéraires, grâce à l'exploration d'un fonds méconnu d'archives retraçant les activités et réseaux de la première agence littéraire en France fondée dans l'entre-deux-guerres par un couple franco-américain. Sur cette question, d'ailleurs, vous participez au projet de dictionnaire des passeurs de la littérature aux États-Unis, animé par le laboratoire d'études de recherche sur le monde anglophone d'Aix-Marseille Université. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, Laurence, on a mis là aussi le lien sur notre site internet. Alors, aujourd'hui, on va évoquer, Laurence, la série Insecure. Peut-être commencer par présenter la série et puis nous dire pourquoi vous l'avez choisie et en même temps, l'apport que vous pourrez apporter sur le travail de cette série, sur le regard que vous allez croiser entre ce que vous faites en histoire culturelle et en études afro-américaines. Alors, merci tout d'abord pour votre invitation, Nicolas, et merci aussi pour cette présentation que vous venez de livrer. En deux mots, la série Insecure, qui a été créée par Alors, en deux mots, la série Insecure d'Issa Rae est une série américaine de 4 saisons de 8 épisodes, diffusée depuis 2016. Et la 5e et dernière saison est diffusée courant octobre 2021. Cette série est très humoristique, notamment à cause de l'insécurité, ou plutôt en français, le manque de confiance et la maladresse du personnage principal. Et cette série tourne autour d'un groupe d'amis d'enfance ou d'amis d'université qui sont toutes et tous africains-américains. On les suit dans leur joie, dans leur peine, de trentenaires, vivant et travaillant à Los Angeles, avec des situations réalistes, quotidiennes, autour de l'engagement amoureux ou autour de problématiques de carrière, situations réalistes, mais aussi avec beaucoup de décalage, puisqu'il s'agit d'une série comique. Alors pourquoi est-ce que je pense que cette série se prête bien au prisme de l'histoire culturelle ? Eh bien, l'histoire culturelle a été définie comme une histoire sociale des représentations qui nous permet donc une approche de la société à travers les représentations qu'elle produit et qui peuvent être, entre autres, ses valeurs, ses pratiques ou ses productions artistiques. En histoire culturelle, on va donc s'intéresser à des objets comme le livre, ou comme la lecture. Et je pense en effet là aux travaux pionniers à la fois de l'histoire culturelle et de l'histoire du livre, travaux pionniers de Roger Chartier. Et donc, on s'intéresse à des choses comme le livre, la lecture, et pourquoi pas à une série télévisée pour ce qu'elle met à l'écran, ce qu'elle reflète de la société qui la produit, et ce qu'elle indique aussi des changements à l'œuvre et des dynamiques dans une société. Alors, au-delà de ce qui relève ainsi de ce que je viens de décrire, qui est la représentation,
en histoire culturelle, on se penche aussi sur les médiations et les circulations. Par exemple, pour le livre, on se demande qui publie le livre, comment est-il promu, quelle est sa réception. Et donc, pour une série comme Insecure, on peut aussi s'interroger sur qui écrit et qui diffuse la série. C'est le volet sur les imaginaires sociaux qu'a bien démontré, par exemple, Dominique Khalifa pour la deuxième moitié du 19e siècle en France, quand il a invité les chercheuses et les chercheurs à exploiter pleinement ce qui relevait de, je cite, la culture médiatique. Donc moi, ce que je retiens de tous ces travaux, qui ne portent pas nécessairement sur les États-Unis, ce que je retiens, c'est effectivement le travail sur ce qu'on a appelé les constructions symboliques, que sont les représentations, en regardant comment elles sont créées par les œuvres et par les pratiques artistiques. Et donc, ce que je retiens aussi de l'histoire culturelle, en plus des représentations, qui a été donc très bien montré par Dominique Khalifa ou encore Jean-Yves Mollier en France, ce que je retiens aussi, c'est le questionnement nécessaire sur les réseaux, les canaux de diffusion et la circulation. Or, dans le champ des études africaines-américaines, auxquelles je m'intéresse donc tout particulièrement, il y a cette double question en fait de la production de représentations, donc par exemple le portrait de personnages noirs, donc d'une part ces représentations, et d'autre part la médiation, donc qui produit, qui contrôle, qui diffuse ces représentations. Bien, cette double question, elle se pose de manière très utile dans les études africaines-américaines pour mettre en lumière, autrement que par l'histoire politique ou l'histoire sociale, la formation, la pérennisation ou bien les transformations des discriminations qui sont fondées sur des représentations qui peuvent être, par exemple, stéréotypées ou au contraire qui peuvent être pionnières. J'ajoute que, bien sûr, encore faut-il que ces représentations existent, parce qu'en ce qui concerne l'histoire africaine-américaine, la question qui se pose aussi, c'est celle de l'invisibilité des Noirs et de l'impossible expression de voix noires dans la société américaine. Alors, on pense à la politique, bien sûr, mais on peut penser aussi à l'écran. Et donc, la série Insecure est un objet de réflexion intéressant à tous ces égards. D'abord parce qu'elle propose une représentation de l'expérience africaine-américaine, mais qu'elle met à l'écran non seulement une majorité de personnages noirs américains, mais des personnages qui sont diplômés, qui appartiennent à des catégories socio-professionnelles supérieures, ou du moins qui aspirent à y arriver. Et je dirais que cette représentation est plutôt originale. Il ne s'agit pas donc seulement de donner une visibilité aux Africains-Américains à l'écran, parce qu'il y a quand même d'autres séries africaines-américaines et des films, bien sûr, mais peut-être de proposer une représentation peu courante et qui peut aller à l'encontre de certains stéréotypes de représentation des personnes de couleur aux États-Unis, et j'aimerais en parler. Alors, le croisement entre l'histoire culturelle et les études africaines-américaines a également permis dans l'historiographie de faire émerger la connaissance d'une culture africaine-américaine propre. Donc, à l'encontre de l'invisibilité de celle-ci, je l'ai dit tout à l'heure dans la société, mais aussi l'invisibilité de cette culture africaine-américaine dans les études historiques, jusqu'aux années 70. Et donc, d'asseoir l'analyse d'une culture riche, vivante, autonome, et ce, dès la période de l'esclavage. Et donc, cette fois-ci, à l'encontre, non pas tout à fait de l'invisibilité, mais peut-être de la notion d'une sous-culture. Ça, c'est ce que démontre très bien l'historien Lawrence Levine dans son ouvrage « Black Culture and Black Consciousness », qui date du tournant de la fin des années 70. Et justement, je trouve que la série Insecure participe aujourd'hui de cette culture africaine-américaine en construction permanente, avec les contributions d'une nouvelle génération d'Africains-Américains. La créatrice Issa Rae n'a pas 30 ans quand la série démarre en 2016. Et à cet égard, grâce à la figure centrale d'Issa Rae, on peut dire qu'Insecure est aussi une source de commentaires possibles sur la partie médiation. En somme, qui contrôle la création et le propos, car elle est écrite par celle qui joue aussi le rôle du personnage éponyme autour duquel tourne la série et que je viens de citer, donc Issa Rae. Et de ce point de vue, la série a aussi une généalogie intéressante parce qu'elle est le prolongement d'une autre série intitulée Awkward Black Girl,
Donc, la jeune femme noire maladroite, ce n'est pas une traduction très heureuse, mais on voit quand même la généalogie avec la série Insecure. Et donc, Awkward Black Girl était une série également créée par Issa Rae, mais qui était précédemment diffusée sur Internet et qui a donné lieu à cette nouvelle série Insecure, qui est cette fois, elle, produite pour la télévision. Laurence, est-ce qu'on pourrait voir maintenant, peut-être avant de continuer, une analyse plus exhaustive, voire travailler sur un résumé plus en détail de la série? Oui, bien sûr. Alors, Insecure suit la vie quotidienne, la vie amoureuse et la vie professionnelle d'Issa, donc une jeune femme africaine-américaine qui fête ses 29 ans à l'aube du début de la série, qui fêtera ses 30 ans pendant les saisons suivantes. Donc, la vie de cette jeune trentenaire, ou presque trentenaire africaine-américaine, et la vie de ses proches, notamment sa meilleure amie, Molly, qu'elle a rencontrée à l'université et qui est avocate au sein de grands cabinets et qui est célibataire. Issa, elle, est travailleuse sociale au sein d'une association qui intervient dans les écoles défavorisées. Comme ses amis, elle traverse des phases de célibat, mais en ce qui concerne le personnage d'Issa, elle est souvent aux côtés de deux personnages masculins, Lawrence et Daniel, qui sont deux jeunes hommes donc avec qui elle est soit en couple ou en tout cas dont elle est proche. Lawrence travaille dans une start-up, il est lui-même créateur et développeur d'applications. Quant à Daniel, qui est un ami d'enfance, il est producteur de musique. Donc, on a divers métiers qui sont là représentés. Il y a donc ce cercle intime, je dirais, et ensuite un cercle plus secondaire d'amis proches, également d'enfance ou d'université, dont certains sont mariés, démarrent une famille, qui travaillent dans l'art, dans la banque ou encore dans l'immobilier. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler une bande de filles, notamment 4 amies aux personnalités différentes, ce qui permet évidemment des situations variées dans la narration et aussi des conversations à cœur ouvert et des commentaires sur ce qu'est leur vie amoureuse, leur vie sexuelle, leurs expériences diverses face à l'engagement, face aussi à la maternité et bien sûr à leurs aspirations professionnelles ou encore face au racisme. Et puis, il y aurait donc peut-être un troisième cercle de personnages périphériques, les familles, comme les frères des deux protagonistes principales, Issa et Molly, les collègues aussi, qui permettent souvent une galerie de personnages comiques, ou encore des voisins, dont on peut penser à un voisin récurrent dans les 4 saisons de la série, dont le surnom est Thug Yoda, qui voudrait dire le Yoda gangster, donc un mix d'un personnage qui a une certaine sagesse, mais qui est aussi membre d'un gang et qui joue les conseillers conjugaux pour Lawrence, qui a aussi pour règle de ne jamais utiliser la lettre C au début d'un mot, ce qui donne évidemment des dialogues assez absurdes où il transforme tous les mots. Donc, on peut voir voilà, dans ce descriptif à la fois quelque chose d'assez classique, une histoire de copine trentenaire. Donc, ça pourrait ressembler à ce qu'on pourrait appeler une série de filles avec ce qu'elle comporte de confidences, de conseils mutuels, y compris sur la vie sexuelle des unes et des autres, y compris dans leurs disputes. Aussi, tout ça est donc moteur des épisodes. Mais je voudrais insister sur cette écriture comique du point de vue du choix des situations et surtout du point de vue des dialogues et vraiment de l'écriture par Issa Rae et son co-auteur qui est Larry Wilmore, une figure reconnue du stand-up et de la comédie aux États-Unis. Donc en fait, les références auxquelles on peut penser, plutôt que des séries de filles comme Sex and the City ou la série Girls, qui sont pertinentes, mais on pourrait aussi penser à la référence à Seinfeld, parce qu'on est vraiment ancré dans ce qu'on appelle aux États-Unis le observational comedy, donc le comique qui s'appuie sur des situations banales de la vie quotidienne pour en tirer l'absurde et le comique, y compris dans l'intimité amoureuse, où les choses ne sont pas toujours aussi glamour que dans d'autres représentations. Et la série n'hésite pas à jouer là-dessus, et y compris aussi dans la vie professionnelle, où les personnages subissent des revers importants parfois, qui sont souvent traités avec humour.
Alors, il y a deux autres éléments que j'aimerais bien évoquer autour de cette série dans son résumé, qui peuvent être intéressants pour l'analyse. Le premier de ces éléments, c'est qu'à chaque saison, il y a une série dans la série, c'est-à-dire un programme télévisé que les différents personnages regardent tous et commentent, ce qui est à la fois un trait réaliste de la vie de personnes d'aujourd'hui et d'amateurs de séries de télévision. Mais c'est aussi une occasion intéressante de réfléchir aux séries dans la société, parce que le choix des séries fictives proposées dans Insecure, je pense, fait l'objet d'un véritable travail de réflexion, et ce choix est assez stratégique et j'aimerais beaucoup revenir là-dessus ultérieurement. Le second élément sur lequel je voudrais terminer ce résumé, et qui fait aussi l'identité de la série, c'est un dispositif récurrent qui consiste à faire parler le personnage principal de Issa devant le miroir de sa salle de bain ou devant le miroir des toilettes ou au travail ou encore devant son rétroviseur. Et dans ces scènes en aparté, elle s'entraîne à s'adresser à ses interlocuteurs, à rétorquer, à être sûre d'elle et forte, puisque, je le rappelle, hein, la caractéristique principale de cette série, de ce personnage et des situations qu'elle vit, c'est qu'elle s'y trouve en situation d'insécurité, hein, c'est-à-dire de manquer de confiance et de ne pas savoir s'affirmer. Donc, à l'inverse, lorsqu'elle est devant son miroir, elle est un personnage au bagou, à la parole facile, donc tout ce qu'elle n'est pas dans sa vie quotidienne. Et ça, c'est une dimension, une dualité assez intéressante de la représentation de ce qu'est être une jeune femme africaine-américaine dans l'Amérique d'aujourd'hui. Justement, Laurence, cette représentation de la communauté noire d'aujourd'hui, entre 2016 et 2021, on voit qu'il y a quand même des problématiques très importantes que l'on connaît. On a entendu l'actualité, hein, avec George Floyd. Il y a encore ces jours-ci, en octobre 2021, un jugement en Géorgie parce que deux Blancs avaient assassiné un Noir en pleine rue pensant que c'était un voleur. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit dans Insecure là-dessus, Laurence? Alors, de ce point de vue-là, ce qui est déjà intéressant dans cette série, c'est bien sûr la visibilité de personnages noirs à l'écran et le traitement par l'humour. Donc, je vais y revenir. On a, je trouve aussi sur la question de cette représentation de personnages africains-américains, les personnages centraux sont des femmes très libres dans leur vie, dans la vie qu'elles mènent, dans leur choix de carrière, dans leur choix de partenaire, un peu sur le modèle de Nora Darling dans le film culte de Spike Lee, She's Gotta Have It, qui d'ailleurs date un peu, mais fait l'objet d'une série récente tirée du film. Donc, une modernité de la vie contemporaine de ces personnages africains-américains, mais qui ne s'empêche pas de réfléchir en filigrane, par exemple, à l'hypersexualisation à la fois des femmes et des hommes africains-américains dans la culture américaine. Donc, cette hypersexualisation stéréotypée du corps féminin noir, par exemple, fait l'objet de plusieurs illustrations qui montrent la prise de conscience permise, par exemple, par les études intersectionnelles, notamment dans la lignée de Angela Davis ou encore de Patricia Collins. Mais au-delà de ces questions plus graves, c'est quand même l'humour qui reste le prisme qui permet de jouer sur les stéréotypes, donc les stéréotypes liés à l'hypersexualisation, où je vais y venir dans un instant, comme vous l'évoquiez dans votre question, les problématiques liées à la violence à l'encontre des citoyens africains-américains. Bon, il faut quand même dire que cette série n'aborde pas frontalement ces sujets, mais les aborde plutôt avec le décalage de l'humour, y compris pour ce qui est des clichés et des stéréotypes, y compris avec une certaine autodérision, en mettant en valeur les clichés au sein de la communauté noire elle-même. Donc, je le disais, on a un traitement humoristique
de ces situations potentiellement dangereuses pour les Africains-Américains dont on a tout à fait conscience dans l'actualité aujourd'hui, notamment celle des contrôles routiers et des contrôles d'identité, qui sont des sources de grande angoisse parce que associés au danger imminent et tout à fait réel d'un dérapage possible. Et donc, le personnage de Lawrence, donc le petit ami le fiancé de Issa dans la première saison en tout cas, vit cette situation lors d'une infraction routière qu'il commet devant une voiture de police. Et donc là, il connaît un moment de tension extrême au moment de son échange avec les policiers qui effectuent son contrôle d'identité. Et pour le spectateur averti de ces problématiques d'actualité aux États-Unis ces dernières années, on a ce sentiment que la scène peut déraper à tout instant. Et d'ailleurs, cette tension est construite par les scénaristes avec une certaine, disons, si ce n'est brutalité, en tout cas animosité de la part des policiers, mais avec ce traitement caractéristique de Insecure et du observational comedy, le dénouement est inattendu puisque le policier, s'apercevant que Lawrence est diplômé de Georgetown, il faut rappeler que c'est une grande université prestigieuse de Washington, eh bien, ils finissent par échanger sur Washington et les résultats de football universitaire, avec quand même donc cette remarque que Lawrence bénéficie d'un statut particulier puisqu'il est repéré comme étant un homme très diplômé. Alors, il y a quand même un autre niveau de traitement, je trouve, de ces questions liées à l'expérience africaine-américaine dans la société américaine, plus tellement sur la violence cette fois, mais encore une fois sur notamment l'hypersexualisation ou en tout cas voilà, les questions liées au genre ou aux orientations sexuelles, avec par exemple un traitement d'une question qui peut rester un peu taboue, comme celle de l'homophobie au sein de la communauté africaine-américaine, qui est sous-jacente dans le comportement de Molly, l'amie d'Issa, et qui donne lieu à des conversations un peu polémiques entre les amis sur la persistance de cette homophobie au sein même de la communauté africaine-américaine et au sein de ce groupe d'amis jeunes et éduqués. Il y a aussi une dernière thématique que j'ai trouvée intéressante, c'est celle du racisme au sein de la communauté africaine-américaine. On note là vraiment une approche qui est effectivement moins humoristique. Ces thèmes de l'homophobie et du racisme interne à la communauté africaine-américaine ne donnent pas lieu à des situations à proprement parler comiques. Elles introduisent plutôt une tension dramatique. Dans le dernier cas, celui du racisme, Issa se met elle-même dans une position fragile au travail, où elle va subir un blâme et être rétrogradée, donc au sein de l'association dans laquelle elle travaille, parce qu'elle a omis de signaler dans ses rapports d'activité, ces rapports d'activité étant donc les activités qu'elle développe et qu'elle accomplit dans un lycée dans lequel elle intervient, donc elle intervient pour l'aide aux devoirs et l'aide à l'orientation des élèves, donc dans ces lycées défavorisés. Eh bien, donc Issa va omettre de signaler à sa supérieure le racisme récurrent du proviseur adjoint du lycée dans lequel elle intervient, proviseur adjoint qui est un homme noir, qui fait en sorte que l'accès au programme d'aide aux devoirs et à l'orientation mis en place au lycée par l'association d'Issa, eh bien que ce programme soit accessible aux seuls élèves noirs de l'établissement, privant volontairement les élèves hispaniques de ce programme, puisqu'il les empêche de s'y inscrire. Et Issa, pendant plusieurs épisodes, va minimiser le comportement discriminatoire du proviseur adjoint au motif qu'un noir ne peut pas être raciste, avant de se rendre compte de son erreur, mais trop tard. Et donc, pour ce manque de lucidité et cette faute professionnelle, elle va être rétrogradée dans ses fonctions. Laurence Kossu-Beaumont, vous parlez de traitement humoristique dans cette série, mais aussi de sujets beaucoup plus graves. Vous venez de le dire à l'instant. J'aurais aimé donc du coup savoir comment cette série s'inscrit dans l'histoire culturelle des États-Unis si on s'intéresse à la représentation des Noirs dans cette histoire culturelle, ce qui, en quelque sorte, est au cœur de vos travaux. Oui, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que
l'identité de ces personnages africains-américains dans la série est qu'ils appartiennent à un milieu diplômé et éduqué, et cela met la question de l'éducation au centre de la série, l'éducation étant un sujet central aussi chez les penseurs et les intellectuels africains-américains comme W.E.B. Du Bois ou encore Booker T. Washington, qui ont pensé au début du XXe siècle les moyens stratégiques pour la communauté africaine-américaine de s'élever. Je traduis là un titre de Booker T. Washington dans son ouvrage Up from Slavery, comment sortir et comment s'élever à partir de cette situation évidemment tout à fait exceptionnelle qui était celle de l'esclavage. Et donc, autour de l'éducation et dans un contexte d'histoire culturelle, on peut aussi essayer d'évoquer la question des modèles que cette série pourrait, évidemment, de manière pas exhaustive, mais de modèles que pourraient représenter ces personnages. Et c'est intéressant en histoire culturelle parce que la question des modèles est aussi au cœur d'un certain nombre de débats au sein de la communauté africaine-américaine. Et je voudrais évoquer deux exemples à ce sujet de modèles africains-américains devenus problématiques, montrant là la teneur polémique de cette question. Je vais évoquer d'abord le roman devenu classique de Richard Wright, Un enfant du pays, et on peut aussi parler de son autobiographie Black Boy, qui sont donc des romans racontant des destins d'hommes africains-américains et qui sont régulièrement l'objet de mesures de censure ou de retrait des programmes, voire de retrait des bibliothèques, des établissements scolaires secondaires aux États-Unis. Donc, quand on s'intéresse à l'histoire du livre, ça représente un cas assez caractéristique. Alors, je rappelle qu'aux États-Unis, ce sont les autorités locales qui gèrent les écoles, notamment les Boards of Education, qui sont des conseils locaux où siègent des membres élus, donc directement élus par les citoyens, et donc des élus qui représentent vraiment au plus proche les parents d'élèves. Or, dans de nombreuses communautés donc locales africaines-américaines, des livres comme Un enfant du pays ou Black Boy sont vus comme proposant une représentation trop négative des modèles noirs pour les enfants, en raison de la grande violence qui y est dépeinte, qui peut être celle du personnage de Bigger Thomas, donc, qui est le personnage principal du roman Un enfant du pays, personnage principal qui tue la fille de la famille blanche au sein de laquelle il travaille comme chauffeur, ou des demandes de censure ou en tout cas de retrait des programmes et des bibliothèques en raison, par exemple, de la trop grande violence des parents du personnage de l'autobiographie Black Boy, où effectivement la mère du jeune Richard le bat pour lui apprendre à encaisser et à se défendre dans sa vie d'homme noir. Donc, le manque de représentation, si ce n'est positive, en tout cas réaliste, contemporaine et nuancée, c'est un constat pour beaucoup aux États-Unis dans la communauté africaine-américaine, et je trouve que Insecure s'inscrit vraiment dans une grande différence avec les autres représentations qu'on peut avoir à l'esprit. Il y a un autre exemple qui est intéressant, et puis il s'inscrit aussi dans l'histoire de Los Angeles, donc ça touche particulièrement à cette série où la ville de Los Angeles est très importante. Donc, cet autre exemple qu'on peut évoquer, dont on a beaucoup entendu parler en France, je pense, mais dont on mesure mal l'enjeu social et culturel pour les Américains, pour les Africains-Américains, c'est le cas du footballeur O.J. Simpson, qui a été jugé pour le meurtre de son ex-femme blanche. Donc, c'est un footballeur africain-américain à la très grande carrière dans les années 80-90 et qui est jugé pour meurtre en 1994 pour donc le meurtre de son ex-femme. Donc, on connaît souvent, on peut avoir entendu parler de ce cas judiciaire, mais on mesure mal en fait le traumatisme que représente la chute de cet homme adulé dans la communauté africaine-américaine pour sa réussite sportive exceptionnelle et
c'était encore rare, cette visibilité dans les années 80. C'est un athlète qui avait battu tous les records en football américain, un sport majeur aux États-Unis et qui est un sport qui rassemble un public à la fois blanc et noir. Donc, ce modèle défaillant de O.J. Simpson, devenu un meurtrier, s'est étalé sur tous les écrans américains, vraiment de manière répétée, étirée, parce que ça va de la fameuse course-poursuite dans les rues de Los Angeles où cet homme essaye d'échapper à la police, jusqu'à ses procès qui sont largement diffusés. Et donc, ce n'est pas seulement qu'O.J. Simpson déçoit, mais c'est que son extrême célébrité et la visibilité qu'il apporte vient renforcer une représentation masculine, violente, liée à la sexualité, qui colle déjà à l'image des hommes africains-américains. Et à cet égard, la grande écrivaine noire américaine Toni Morrison, qui fut prix Nobel de littérature, a écrit à ce sujet. Et elle écrit que la saga O.J. Simpson, pour elle, c'est un nouveau Birth of a Nation, donc en référence à ce film de Griffith, qui a établi durablement cette représentation des hommes noirs comme des prédateurs sexuels, des menaces et synonymes de violence. Donc, on voit bien dans ce cas le déséquilibre entre la visibilité d'un athlète devenu criminel d'une part et une écrivaine, professeure à Princeton, Toni Morrison, qui reçoit un prix Nobel, eh bien, par exemple, la visibilité n'est pas en faveur de cette dernière dans les dernières décennies du XXe siècle. C'est plutôt O.J. Simpson qui a fait l'actualité. Donc, en termes de modèle, ce n'est peut-être pas le modèle souhaité par bien des Africains-Américains qui reste à la mémoire du plus grand nombre. Et de toute façon, dans ces deux cas, on a affaire à des gens exceptionnels et hors normes. Et donc, dans Insecure, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette représentation à la fois plus positive. Et donc là, j'insiste sur le fait que c'est vraiment un débat qui existe aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on le formulerait ainsi en France en exprimant le vœu d'avoir des représentations positives qui créeraient des modèles. Mais c'est vraiment un débat qui est pertinent aux États-Unis. Et donc, il est intéressant de voir comment Insecure s'inscrit dans quelque chose d'assez différent, avec des représentations d'Africains-Américains de la classe moyenne, moyenne supérieure, qui hésitent, qui doutent, qui se trompent, qui font des erreurs importantes à la fois dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Donc voilà, qui ne sont pas des athlètes hors normes, ni des prix Nobel de littérature. Et c'est vraiment la spécificité de Insecure. D'ailleurs, dans les interviews, on retrouve souvent cette formule je vais citer en anglais, Regular Black People Doing Regular Things. Donc, il s'agit d'une série avec des personnages noirs normaux qui font des choses normales, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le descriptif souvent associé à la série Seinfeld, en référence à la comédie d'observation, Seinfeld qui était une série, je cite, sur rien. Donc, pour finir sur la question de la représentation des Noirs à l'écran dans Insecure et de la manière dont l'histoire culturelle peut s'en emparer, je dirais que c'est vraiment intéressant de regarder la construction à l'œuvre dans les 4 saisons de la série, construction à l'œuvre d'une représentation réaliste, nuancée, mais aussi décalée, de personnages noirs qui, même s'ils sont des personnages souvent comiques et un peu des archétypes, ont quand même une certaine complexité, et cette complexité puise à la fois à leur identité de Noirs américains, donc ce qu'on appellerait aux États-Unis la race, mais aussi au genre et à la classe sociale. Donc on n'a pas affaire à des génies, à des héros, à des millionnaires, ni à des criminels, on l'a dit, et c'est pertinent dans l'histoire culturelle africaine-américaine aux États-Unis, où on a beaucoup introduit cette représentation violente et criminelle des hommes noirs ou hypersexualisée des femmes noires, qui reprennent ici le contrôle. Et donc, finalement, ce thème central de Insecure, qui est de manière assez universelle la modernité de la vie des millennials,
associé à un manque de confiance en soi quand on passe d'une vie étudiante à une vie professionnelle, associé à un manque de confiance en soi, associé à des difficultés permanentes pour un individu à trouver sa place dans la société, permet un certain réalisme et surtout une certaine nuance. Et donc je disais les difficultés pour un individu de trouver sa place dans la société, mais j'ajoute aussi trouver sa place dans le monde professionnel, qui est très important dans la série Insecure. Oui, effectivement, Laurence, vous venez d'évoquer quelque chose, je pense là aussi de central, c'est la diversité des parcours professionnels que l'on peut voir dans cette série-là. Parcours professionnels qui sont représentatifs du fait, vous l'avez dit, que l'on ne s'intéresse pas à un groupe vraiment précis et stéréotypé, mais au contraire, on montre à travers la série véritablement la diversité de ce groupe-là. Et donc, c'est une série qui est vraiment là-dessus à la fois réaliste et tout en nuances. Oui, je suis d'accord avec cette combinaison de réalisme et de nuances. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord toute une variété de milieux professionnels qui sont représentés. Et avec un certain réalisme, en tout cas, je trouve, par rapport au personnage de Molly, qui est donc avocate dans de grands cabinets. Et on a déjà beaucoup de représentations de ces grands cabinets d'avocats américains dans des séries américaines, de Suits à The Good Wife et The Good Fight. Mais justement, dans Insecure, il n'y a pas de plaidoirie flamboyante au tribunal, c'est vraiment la vie de bureau et des choix de carrière difficiles pour Molly, qui s'estime peu valorisée en tant que femme noire par les associés du grand cabinet où elle travaille, lorsqu'elle s'aperçoit notamment qu'elle est moins bien payée que ses collègues blancs et masculins. Et on voit alors ses difficultés, puisqu'elle aussi, elle a une forme donc je traduis de l'anglais d'insécurité, une forme de manque de confiance en elle. Et donc, elle a du mal à réclamer son dû, elle hésite à changer d'employeur. Et d'ailleurs, même lorsqu'elle change d'employeur, elle a des problèmes importants d'adaptation dans ce nouveau cabinet où elle travaille, alors même qu'elle a choisi de rejoindre un cabinet entièrement africain-américain. Donc, le racisme, le sexisme, plus ou moins latent dans son premier emploi, finalement donne lieu à une autre complexité personnelle dans son nouvel emploi, alors qu'on aurait pu penser qu'elle arrivait dans un environnement qui allait lui être plus favorable, et ce n'est pas traité de cette manière. Et c'est là où je vois aussi une certaine nuance dans la complexité des situations dépeintes, complexité qu'on retrouve très bien cette fois autour de Issa dans son travail. Issa est la seule employée noire de l'association d'aide aux élèves où elle travaille dans les premières saisons. Ça donne lieu à des scènes évoquant la position compliquée d'un Africain-Américain ou d'une Africaine-Américaine qui serait la seule personne de couleur dans son équipe et qui se trouve à devoir jouer le rôle de représentant, de porte-parole de toute sa communauté. Même si à l'inverse, on a vu que Molly, elle peine aussi à s'intégrer dans un environnement de travail où tous ses collègues sont noirs. Alors, pour revenir à Issa et à son travail au sein de l'association et à sa place au sein de l'équipe où elle est la seule noire, il y a un traitement intéressant, notamment par le biais de l'humour, comme souvent dans la série. Comme de toute façon, ce qui prime chez Issa, c'est sa maladresse. On la voit aussi devant les élèves noirs des classes dans lesquelles elle intervient, bien assez démunie. Elle se fait bousculer par des jeunes qui finalement sont d'une autre génération qu'elle, qui se moquent de sa coiffure, de sa tenue, et auprès desquels elle n'arrive pas à être crédible, alors que pourtant ses collègues blancs se tournent systématiquement vers elle pour toutes les questions liées aux problématiques raciales. Et puis, je donnerais peut-être un dernier exemple, parce qu'il faut aussi parler des personnages masculins dans la série, donc notamment Lawrence et Daniel, qui sont des personnages récurrents, parce qu'eux aussi sont donc insecure, eux aussi rencontrent des difficultés à la fois dans leur vie amoureuse, mais là, le propos, c'est plutôt la carrière professionnelle. Lawrence, qui est donc diplômé de la prestigieuse université de Georgetown, reste au chômage pendant toute la première saison. Il n'arrive pas à développer l'application qu'il cherche à développer de manière indépendante, et il est donc soutenu financièrement par sa compagne, Issa, dans la première saison.
et il doit finalement se résoudre à accepter temporairement un emploi de vendeur dans un magasin d'électroménager, qui est donc un emploi qui est tout à fait… il se trouve dans une situation où il est tout à fait… surdiplômé, ce qui est une occasion d'offrir une représentation masculine vulnérable et de donner un aperçu des classes moyennes avec les collègues de Lawrence qui travaillent avec lui au magasin. Alors, par la suite, Lawrence sera embauché dans une start-up, ce qui montre aussi un autre volet de la vie professionnelle et de la vie économique américaine, avec des situations drôles où les patrons de son entreprise ont peur de critiquer son travail par peur de paraître raciste. Et on a souvent dans la série des portraits un peu ridiculisés de personnages blancs bienveillants. Et donc, c'est le cas notamment des fondateurs de la start-up dans laquelle Lawrence travaille. Et c'est le cas aussi de la fondatrice de l'association où travaille Issa dans les premières saisons. Et concernant Daniel, c'est la même chose dans le milieu de la musique où il travaille, il est producteur. Pour Daniel, il vient un moment dans la série d'admettre que certains de ses morceaux et arrangements musicaux ne sont pas à la hauteur parce qu'il ne sait pas écouter les demandes des artistes ou tenir compte des conseils et des critiques qui lui sont formulées, critiques constructives, mais qu'il ne sait pas entendre. Donc, c'est de vraies remises en question professionnelles qu'on voit fréquemment émerger chez tous les personnages, qui d'ailleurs parfois résistent et s'entêtent avant d'apprendre de ces défis et de leurs erreurs. Et moi, je vois dans toutes ces scènes tout à fait personnelles et qui sont liées à l'évolution personnelle de ces personnages, quand même la menace du déclassement social qui reste très présente pour tous ces personnages. Ils sont certes diplômés de grandes universités. Un des collègues de Molly est diplômé de Howard, donc une grande université africaine-américaine, où a étudié d'ailleurs Kamala Harris, la vice-présidente. Donc, on comprend aussi que Molly et Issa sont diplômés de Stanford, où donc soit ils sont diplômés de grandes universités, soit ils sont très reconnus dans leur milieu professionnel, comme Daniel, le producteur de musique. Mais la série rappelle toujours leurs origines modestes, avec des scènes régulières chez les parents de Molly, notamment, qui a grandi dans le quartier de Crenshaw à Los Angeles, qui est un quartier africain-américain modeste. Et Molly rappelle d'ailleurs qu'elle n'a jamais été à la plage avant l'âge où elle est devenue étudiante, alors que Crenshaw est à 15 minutes de Santa Monica et de la côte pacifique. La saison 3 montre également Issa en grande précarité, après qu'elle a quitté son appartement dont elle ne peut plus se permettre de payer le loyer, et elle n'est pas assez solvable pour pouvoir louer seule un nouvel appartement. Elle est donc pendant un temps sans domicile. De même que Lawrence, ingénieur informaticien qui va devoir prendre cet emploi de vendeur, eh bien Issa va devoir dans la saison 3, pour joindre les deux bouts, devenir chauffeur de VTC, en plus de son travail à l'association, pour pouvoir gagner un revenu suffisant pour pouvoir vivre à Los Angeles. Et donc cette vie chère et qui augmente pour les classes moyennes, ainsi que ce clin d'œil à l'activité VTC qui correspond à la nécessité de se déplacer en voiture. Ce sont deux allusions à des aspects spécifiques de la vie à Los Angeles qui sont très présents dans la série. Vous évoquez à l'instant, Laurence, Los Angeles, et c'est vrai que c'est une ville, bon, bien sûr, qui est le cadre de très nombreuses séries, mais j'aimerais revenir un petit peu sur la ville elle-même. On l'a déjà évoqué, vous l'avez dit tout à l'heure un peu plus tôt, le cas d'O.J. Simpson, d'ailleurs, qui se situait aussi à Los Angeles. On a réalisé avec Prisca Perani une émission dessus, justement, sur l'affaire O.J. Simpson, qui était disponible sur Netflix. Ici, la série Insecure se passe aussi à Los Angeles. C'est quand même une ville spécifique, à la fois dans le phénomène sériel, mais aussi pour la communauté africaine-américaine aux États-Unis. Oui, tout à fait. Alors, l'ancrage de la série dans la ville de Los Angeles, il est avéré donc dans les scénarios et dans le tournage, mais aussi dans les références de la créatrice de Insecure, donc Issa Rae, qui a, dit-elle pour modèle, Larry David. Donc, Larry David était un des co-créateurs et le showrunner de Seinfeld, mais surtout, il est connu pour être le créateur et acteur principal de Curb Your Enthusiasm, une série dans laquelle on le voit déambuler dans sa ville de Los Angeles,
sous les traits de son personnage éponyme, hein, donc une autre version de lui-même, et on reconnaît hein, une certaine proximité avec la série Insecure, où les personnages traversent aussi différentes facettes de Los Angeles. Une des facettes les plus originales de Los Angeles dans la série Insecure est le travail effectué sur la bande-son des épisodes, très travaillé, très intentionnel et très reconnu par la critique. Donc, la scénariste et productrice et actrice Issa Rae coordonne les choix musicaux, mais elle s'est aussi associée à des grands noms de l'industrie musicale, du R&B, du hip-hop, et avec ses équipes, et elle l'a indiqué, hein, elle fait des choix d'artistes féminines de la scène musicale de Los Angeles, et elle a permis, avec ces 4 saisons déjà et leur succès, une reconnaissance importante des artistes indépendants, des artistes émergents de Los Angeles, au point d'ailleurs qu'Issa Rae a créé un label de musique en 2019. Et donc, on note dans cette série non seulement des clins d'œil et des références appuyées hein, à des grands artistes ou à des artistes émergents, mais on a presque une représentation de la ville de Los Angeles à travers sa musique. Évidemment, ça correspond très bien au fait que ces jeunes personnages, souvent célibataires ou en tout cas encore sans famille, sans enfants, sortent beaucoup dans divers restaurants et clubs de Los Angeles. Mais ça, bon, c'est peut-être un aspect déjà connu hein, de Los Angeles et qui est donc assez cohérent avec le genre de la série sur la vie des millennials. Mais au-delà de la vie nocturne et peut-être festive de Los Angeles, on voit aussi des aspects plus divers hein, de Los Angeles, notamment divers quartiers. Il y a vraiment toute une cartographie originale. Cette cartographie, elle commence dans le quartier de Inglewood, où vit Issa, dans une résidence dans les 2 premières saisons, et elle déménage ensuite, mais toujours dans le quartier d'Inglewood, qui est donc un quartier populaire, très mixte, à la fois africain-américain et hispanique. Donc, il y a Inglewood et il y a également, je l'ai évoqué tout à l'heure, Crenshaw, où a grandi son amie Molly et qui apparaît dans plusieurs épisodes par le biais d'événements familiaux chez les parents de Molly. Alors, dans la série, on a une représentation de Crenshaw comme étant un quartier très mixte, puisque Molly parle couramment l'espagnol et on comprend dans la série que c'est grâce à son enfance dans une communauté mixte entre Africains, Américains et Hispaniques. Donc, en réalité, c'est un peu moins vrai de Crenshaw que d'Inglewood, mais on voit quand même ce Los Angeles africain, américain et hispanique qui apparaît régulièrement à l'écran. Alors, voilà, déjà, le fait de citer Inglewood et Crenshaw, on voit bien que ce sont des noms qui sont moins immédiatement reconnaissables que si on citait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Santa Monica ou bien sûr Beverly Hills, ou Hollywood, qui sont les quartiers, donc pour Santa Monica, de la côte et plutôt du nord, hein, pour par exemple Beverly Hills, alors que dans la série Insecure, on nous donne à voir plutôt ce qu'on pourrait appeler le sud de Los Angeles. En fait, ça veut dire le sud du downtown, hein, le sud du centre, en quelque sorte, dans cette géographie des villes américaines, ou peut-être, je pourrais dire, le sud de la Highway 10, qui est cette grande autoroute qui coupe Los Angeles d'est en ouest. Mais là, on se trouve au sud de cette artère hein, qui coupe la ville en deux. Et cette partie sud, eh bien, cette partie sud de Los Angeles, c'est celle qui est normalement plutôt connue et marquée par la guerre des gangs, qui est célèbre d'ailleurs à Crenshaw, hein. Et d'ailleurs le voisin Thug Yoda hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, ce sage gangster, eh bien, il fait partie de cette célèbre mafia de Crenshaw qui s'appelle les Bloods hein, et qui est caractérisée justement par le fait de ne jamais prononcer la lettre B. Donc ça, c'est à la fois un élément historique réaliste, mais c'est tourné en élément comique dans la série. Et donc, au sud de cette Highway 10, on a les quartiers modestes, voire pauvres, où vivent les minorités, qui sont moins représentés à l'écran et qui sont moins connus. Donc ça, c'est un premier élément assez intéressant. Je trouve que ce qui est également intéressant, c'est qu'on nous donne à voir dans la série que la ville de Los Angeles, marquée par une ségrégation géographique, est aussi divisée au sein des enclaves mêmes. Et je fais allusion là au fait que, par exemple, dans la saison 1, Issa organise une soirée caritative dans une très belle maison d'un quartier qui s'appelle Baldwin Hills,
qui est appelé le Beverly Hills noir et qui se trouve dans la zone de Los Angeles où sont Crenshaw et Inglewood, mais donc à l'intérieur de ces enclaves du sud de la Highway 10, du sud de Los Angeles, il y a des poches plus affluentes, mais aussi très enclavées et très séparées du reste. D'ailleurs, dans les épisodes qui se déroulent dans le quartier noir américain affluent et riche de Baldwin Hills, chacun dit découvrir ce quartier. Et ça, cet épisode est une première occasion d'évoquer ce qui est très important à Los Angeles, c'est bien entendu la gentrification qui menace, c'est-à-dire cette installation de familles plus riches et de familles blanches qui font l'acquisition de ces belles maisons encore très raisonnables par rapport au prix du marché de l'immobilier à Los Angeles. Et donc, il ne faut pas oublier que cette tendance qui existe dans beaucoup de villes aux États-Unis à la gentrification, qui voit donc chasser les classes populaires, souvent les communautés de couleur, chasser de leur quartier d'origine pour que s'y installent des communautés plus riches et souvent blanches. C'est un phénomène qui est permis par certaines spécificités américaines, comme celle autour, par exemple, des impôts, et le fait que la taxe d'habitation aux États-Unis, c'est ce qui sert à financer les écoles publiques. Et donc, cet impôt peut évoluer assez rapidement en fonction des moyens et des catégories socioprofessionnelles d'un quartier, en même temps qu'évoluent les exigences de ses habitants et surtout des nouveaux habitants. Donc, il faut bien comprendre que la gentrification, cette transformation des quartiers populaires en quartiers aisés, qui aux États-Unis donc, se traduit souvent par un changement lié à l'appartenance communautaire, et ethnique ou raciale des habitants, ne passe pas seulement par le prix de l'immobilier, mais aussi par les impôts. Et ce sont bien les impôts qui poussent les habitants historiques à partir, car même s'ils sont déjà propriétaires de leur maison, donc ils ne sont pas touchés par l'augmentation de l'immobilier, en fait, ils n'ont plus les moyens de s'acquitter de ces impôts locaux, de cette taxe d'habitation. Et donc, vraiment, la gentrification est au cœur de la saison 3, puisque Issa est contrainte de quitter la résidence d'Inglewood où elle vivait jusque-là en raison de la hausse des loyers. Et ensuite, elle connaît une période où elle est sans domicile parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter d'un loyer. Donc, avec cette traversée d'Issa dans ces difficultés, on assiste à la transformation du quartier où les magasins indépendants et les petits restaurants familiaux ferment pour laisser la place à des grandes enseignes de café à emporter, par exemple. Et ça, c'est encore un signe de la fragilité des habitants de Los Angeles qui appartiennent à des communautés de couleur. Laurence Kessibomon, vous évoquez avec nous à l'instant le phénomène de gentrification qui consiste donc à ce que les populations plutôt aisées, ou en tout cas au minimum les catégories moyennes, arrivent dans certains quartiers défavorisés des grandes villes américaines, en particulier Los Angeles, et bien sûr New York, comme l'a évoqué avec nous à travers les séries Marion Mickey dans un épisode qu'on avait consacré à ce phénomène-là. Mais la Cité des Anges de Los Angeles est donc aussi très connue pour des phénomènes d'extrême violence dans certains quartiers. Alors comment est-ce que la série Insecure le montre ? En effet, la représentation de Los Angeles telle qu'elle est livrée dans Insecure se tourne avant tout sur une vie de quartier qui finalement exclut la violence qu'on a peut-être l'habitude de voir dans beaucoup de représentations. C'est vrai que Los Angeles, c'est une ville dont on a l'habitude de la voir représentée de manière affluente avec les représentations, on l'a évoqué précédemment, de Santa Monica, Hollywood, Beverly Hills ou les plages. Mais pour ce qui est des quartiers et des communautés africaines-américaines, peut-être que dans les représentations à l'écran, ce qui est le plus connu, c'est finalement le quartier de South Central, qui est aussi dans la partie sud de Los Angeles, parce que c'est ce quartier d'où émanèrent les grandes émeutes de 1992, suite à la brutale arrestation de Rodney King, un Africain-américain, battu presque à mort par des policiers blancs. Et suite à l'acquittement de ces derniers, la ville de Los Angeles en 1992 avait été ravagée par des émeutes, des incendies qui ont laissé des cicatrices pour des décennies à venir, à la fois dans le paysage urbain et dans les communautés, dans le tissu social.
Alors South Central, c'est ce quartier, lui aussi gangréné par les gangs, et ce Los Angeles bien représenté dans un film comme Boys in the Hood, le film de John Singleton en 1991, dans lequel apparaît notamment le rappeur Ice Cube, qui est un des pionniers du rap de la côte ouest, le pionnier notamment avec le groupe NWA, auquel il y a des clins d'œil et des allusions d'ailleurs dans la série Insecure, notamment avec des allusions donc, et des illustrations musicales faisant référence à ce groupe, mais aussi d'ailleurs de manière très intéressante au rap de la côte Est de la même époque, fin des années 80, début des années 90, ce rap de la côte Est qui est incarné par exemple par le Wu-Tang Club ou bien Public Enemy. Et je pense notamment à Public Enemy parce que le chien de Molly s'appelle Flavor Flav, du nom d'un des rappeurs fondateurs de ce groupe. Donc là encore, pour réagir à donc, cette représentation de Los Angeles du point de vue de la violence urbaine, bien, on voit que cette représentation est autre dans la saison 3 et dans la saison 4 de Issa. Alors dans la saison 3, je pense notamment à une espèce d'épisode presque touristique où Issa fait découvrir sa ville de Los Angeles et ses quartiers, à la fois avec la bande son et visuellement, à un nouveau personnage qui s'appelle Nathan et qui arrive de Houston. Et donc elle fait en quelque sorte la promotion de sa ville de Los Angeles, où elle montre des quartiers agréables, conviviaux, donc vraiment la volonté d'une représentation tout autre. Et on a un écho de cela dans la saison 4 qui tourne autour de l'organisation d'un événement important par Issa dans le quartier de Inglewood, ce qu'elle appelle Block Party, donc c'est une fête communautaire, une fête locale par laquelle elle veut faire la promotion des artistes locaux et la promotion des commerces de quartier, mais surtout elle veut faire un événement à destination des résidents historiques pour créer du lien au sein de la communauté africaine-américaine et affirmer sa présence et son dynamisme face à la gentrification. Donc, ça nous rappelle quand même la fragilité des habitants de Los Angeles, mais qui est l'objet d'une stratégie ou en tout cas d'une volonté de résistance avec cette espèce d'empowerment, de prise de pouvoir par l'action du personnage de Issa qui veut promouvoir son quartier et la vision de son quartier qui peut aller peut-être à l'encontre de la vision plus violente habituellement proposée. Voilà, je m'arrête là, Nicolas, et ensuite j'ai fait en sorte de reparler de fragilité à la fin de ce segment pour que vous puissiez directement mettre la question que vous m'aviez déjà posée sur la fragilité de la communauté à l'encontre de la réussite et l'agentivité de Issa Rae. Vous évoquez, Laurence, un instant, la question de la fragilité de ces communautés, justement, de couleur à Los Angeles. Alors justement, j'aurais aimé savoir peut-être, est-ce que cette fragilité, elle n'est pas mise, Laurence, en perspective par la propre réussite d'Issa Rae et de sa série? Oui, on aborde ici la question de la médiation dont j'avais parlé au début, parce que au-delà des contributions de la série, du point de vue des représentations des Africains-Américains à l'écran et de la ville de Los Angeles, il est pertinent d'observer que la réussite de la série vient éclairer sous un autre jour cette insécurité, manque de confiance inhérent à la personnalité du personnage joué par Issa Rae, puisque la créatrice de la série est aussi une des productrices, l'actrice principale, la directrice artistique pour la musique, et donc sur chacun de ces aspects, eh bien, ces compétences sont reconnues par la critique et par le public, saison après saison. Et en ce sens, elle prend le contrôle du discours sur les Africains-Américains au nom de sa génération, ou en tout cas en tant que la génération à laquelle elle appartient. Le contrôle sur les représentations permet aussi d'évoquer le fait qu'elle représente, qu'elle symbolise ainsi l'agentivité dont on parle en histoire africaine-américaine, notamment en histoire culturelle.
Cette agentivité, c'est cette montée en puissance des Africains-Américains qu'on voit bien dans le destin personnel de Issa Rae, qui crée la série d'abord quand elle est étudiante, une série qui s'appelait Dorm Diaries, donc une série sur les résidences étudiantes. Puis elle crée une seconde série diffusée sur Internet qui s'appelait donc Awkward Black Girl. Et ensuite, le succès donc, de cette série aux millions de vues sur Internet lui ouvre un accès au monde de la télévision, de la production audiovisuelle, et pour laquelle la chaîne HBO lui commande Insecure. Donc Issa Rae représente l'agentivité noire à l'écran avec ses personnages, mais elle l'incarne aussi elle-même dans son parcours de scénariste, de productrice, de créatrice de séries. Et donc, l'agentivité dont je parle, cette agentivité noire, c'est un des apports essentiels de l'historiographie, avec des approches historiques, historiennes de l'histoire africaine-américaine qui, dans le courant du XXe siècle, sont passées d'une vision des Noirs dans l'histoire américaine comme des victimes, voire comme étant passifs face à l'esclavage ou à la ségrégation. Eh bien, on est passé à des études qui ont montré des formes très précoces de résistance et des stratégies inventives de survie pour cette communauté. Et alors, ce tournant des années 60-70, avec ce nouveau volet dans l'historiographie africaine-américaine, on voit alors les Noirs comme des acteurs de leur propre destin et non passifs. Ça, c'est tout à fait au cœur de la série et c'est aussi incarné par Issa Rae elle-même, qui incarne cette agentivité, cette prise de pouvoir, cette créativité, avec son succès et le poids qu'elle a acquis personnellement dans l'industrie audiovisuelle et dans l'industrie musicale. Donc, je peux ramener ça à un sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de l'éducation et de l'université, qui est très présent dans la série. Donc, Issa Rae a elle-même étudié à l'université de Stanford. Elle a donc ce parcours en commun avec le personnage qu'elle incarne et ce parcours qu'elle donne aussi à la plupart des personnages de la série. Un parcours de classe moyenne africaine-américaine qui aspire à la mobilité sociale par l'éducation et par le travail. Donc ça, c'est des thématiques assez universellement américaines, bien sûr. Mais dans la série, l'importance des études réalisées à l'université et les contributions des départements d'études africaines-américaines et des cours sur l'histoire et la culture africaine-américaine que ces jeunes trentenaires n'ont pas manqué de suivre à l'université, eh bien, cette importance des études, elle est évoquée dans la série, dans les conversations au cours desquelles les amis discutent, par exemple, de la place des femmes noires ou encore, je l'évoquais tout à l'heure, du tabou de l'homosexualité masculine. Eh bien, à cette occasion, sur ces sujets assez amples, eh bien, les amis font régulièrement référence à des intellectuels, à des historiens. J'évoquerai un seul exemple, celui de Bell Hooks, qui est nommément cité par les amis lorsqu'elles discutent du féminisme noir ou des questions de genre et de race. Et donc Bell Hooks, qui est cette importante intellectuelle africaine-américaine, qui a été professeure notamment à l'université de Yale et qui est une figure importante du féminisme noir. Donc on a là vraiment une génération qui, étant passée par l'université, a appris à penser l'expérience africaine-américaine, l'agentivité, l'intersectionnalité, donc ce croisement entre les problématiques d'identité raciale et de genre, et à penser cela avec des outils conceptuels, qui sont des outils donc conceptuels américains, et c'est pour ça que j'utilise ce terme de race qui est fréquent dans la pensée universitaire aux États-Unis. Alors, ce qui est également intéressant, ce sont les allusions à la culture populaire noire et avec une réflexion sur les médias, avec ce que j'évoquais tout à l'heure dans le résumé, c'est cette série fictive que les personnages regardent à chaque saison. Et on va voir en les décrivant que les choix ne sont évidemment pas innocents. Par exemple, dans la saison 1, la série que regardent tous les personnages régulièrement et qu'ils commentent, il s'agit d'une télé-réalité qui suit des détenus et qui s'appelle Visite conjugale. Et il n'échappera pas que cela renvoie à la question de l'incarcération massive des Noirs américains, sur laquelle maintes études ont été publiées.
Dans la saison 2, la série que regardent les personnages est une série historique qui met en scène la liaison amoureuse entre un maître blanc et son esclave noir, ce thème étant fondamental dans l'histoire africaine-américaine, puisqu'il pointe à la fois la proximité entre noir et blanc et même une intimité, mais bien sûr aussi une forme d'oppression sexuelle sur les femmes noires. Et cette complexité donc, entre intimité et oppression a très bien été démontrée par l'historienne Annette Gordon-Reed, qui a révélé dans une étude le cas particulier de la famille du premier président américain Thomas Jefferson, enfin, du président américain Thomas Jefferson, qui avait une famille avec une de ses esclaves, laquelle famille avait une situation à la fois donc privilégiée puisqu'elle était reconnue comme famille pour le président, mais évidemment une situation qui restait celle d'esclaves, puisque tout noir américain à l'époque restait cantonné dans une situation de servilité et d'esclavage. Dans la saison 3, on a ce qu'on appelle un reboot. Donc, voilà, on a cette idée qu'une nouvelle série vient de sortir qui est donc une reprise d'un sitcom fictif des années 90, donc dans la saison Insecure, hein, mais qui en réalité fait penser à des séries qu'on reconnaît aisément quand on a regardé des séries dans les années 90 et qui étaient des séries très populaires aux États-Unis à cette époque. Hein. C'est une série qui s'appelle Martin, avec un acteur et humoriste, Martin Lawrence. Et donc, la série fictive dans Insecure s'appelle Kevin. Donc, le fait de donner un prénom, ça fait penser à cette série Martin. Et ça fait penser aussi à la série Living Single, qui était un sitcom d'amis colocataires à Brooklyn dans les années 90. Et donc, la série Kevin fictive reprend ce principe de colocataire et de sitcom que regardent les personnages de Insecure. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la parodie de Insecure, on retrouve en fait des actrices du programme originel que j'ai cité à l'instant, Living Single, qui se trouve quand même mis au goût du jour, avec des allusions dans les petites vignettes qu'on voit donc pendant que les personnages sont devant la télévision, des allusions au mouvement MeToo et à l'engagement du footballeur Colin Kaepernick, qui est celui qui s'est agenouillé au moment de l'hymne américain pour dénoncer les violences policières à l'encontre des Noirs américains. Et enfin, dans la saison 4, on a un programme intitulé Looking for Latoya, à la recherche de Latoya, une enquête journalistique sur écran sur la disparition mystérieuse d'une jeune femme noire, et une occasion en fait pour certains personnages de pointer le manque d'intérêt des autorités dans ces cas de disparition lorsqu'ils concernent des Noirs. Alors, le tout, ces 4 séries sont bien sûr traitées sous la forme de parodies avec des clins d'œil appuyés au code de la production télévisuelle, de programmes, disons, qui parfois peuvent être de piètre qualité. Donc, on a cette espèce de mise en abîme régulière avec ces séries dans la série qui sont aussi l'occasion de beaucoup de commentaires de la part de ceux qui aiment cette série et qui partagent leurs impressions. Concernant l'agentivité, je voudrais terminer sur l'autre dispositif que je trouve très intéressant dans Insecure. C'est ce dispositif que j'ai présenté dans le résumé, le fait que le personnage de Issa passe régulièrement devant son miroir où elle va improviser des raps, mais surtout se montrer très sûre d'elle, inventer des répliques brillantes dans des situations où dans la vie, justement, elle est assez faible, vulnérable, peu sûre d'elle et incapable de se défendre ou de prendre un risque. Donc, elle incarne comme ça tout l'inverse de ce qu'elle est dans la vie. Donc, c'est à la fois drôle, c'est souvent assez cru, avec le déploiement en fait d'un discours africain-américain d'affirmation du pouvoir, un style aussi formel proprement africain-américain, avec du rap ou des expressions ou des codes rhétoriques noirs. Et tout ça me fait penser à la figure du trickster,
Et la figure du trickster, c'est quelque chose dans la tradition africaine-américaine qui a bien été explicité, par exemple, par le professeur Henry Louis Gates dans un ouvrage qui s'appelle The Signifying Monkey, qui date de la fin des années 80. Et donc, cette figure du trickster, c'est celui, en fait, qui… avec un langage cru, direct, parfois outrancier, mais assez brillant, parvient à abattre un adversaire dans une joute verbale. Et ça, c'est quelque chose dont Henry Louis Gates a montré que chez les Africains-Américains, il a été une forme de résistance culturelle à une oppression qu'on ne pouvait pas combattre sur un plan politique ou économique pendant de nombreuses décennies. Alors, cette figure du trickster, elle existe dans beaucoup de traditions. On peut penser par exemple à la figure du bouffon. Ça pourrait ressembler à ça. Et on voit que c'est un principe où l'humour et l'outrance, en fait, permettent de dire ce qui est interdit ou réprimé dans d'autres circonstances. Et donc, on retrouve bien ça dans la tradition africaine-américaine avec les joutes verbales traditionnelles qui existent depuis le 19e et qui se sont transformées dans la culture moderne en battles, des battles de rap ou même des battles de danse. Et donc, moi, je vois Issa dans la série Insecure comme un trickster. Alors, ce n'est pas souvent une femme, le trickster, donc ça l'est dans la série Insecure. Cette figure de trickster qui permet, en fait, d'asséner des vérités, d'affirmer une confiance et un pouvoir sous la protection de l'humour et avec son décalage. Et donc, ça sert, à mon sens, à la fois la réussite, la modernité, l'originalité de la série Insecure, mais en même temps, ça s'inscrit dans un principe qui n'est pas du tout nouveau et qui, au contraire, l'inscrit vraiment dans une tradition profondément ancrée de la culture africaine-américaine. Laurence Kossu-Beaumont, merci beaucoup pour cette évocation de la série Insecure, donc sur la communauté africaine-américaine de Los Angeles. On a vu beaucoup de thématiques avec vous, c'était très intéressant, notamment bien sûr sur cette histoire culturelle de cette communauté dont vous êtes l'une des, en tout cas en France, l'une des chercheuses qui travaillent dessus, c'est très intéressant. Et justement, si vous, chers auditeurs, vous voulez peut-être approfondir cette thématique-là, vous retrouvez comme dans chaque émission une bibliographie qui a été mise à votre disposition par Laurence sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission, ce qui vous permettra d'approfondir sur toutes les thématiques qu'on a abordées à travers cette série Insecure. Alors, vous retrouvez aussi l'émission, comme toujours, en résumé sur notre partenaire nonfiction.fr où vous pourrez trouver des liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast, Spotify ainsi que YouTube. Et puis, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à Histoire en série sur Twitter ou au groupe Histoire en série sur Facebook pour avoir, j'allais dire quasiment en temps réel, notre actualité. Et puis n'hésitez pas à aussi nous, j'allais dire, évaluer en tout cas sur les diffusions comme iTunes par exemple, ce qui permet pour nous d'améliorer à chaque émission un peu plus en tout cas et d'essayer de répondre à vos besoins. Laurence, vraiment merci beaucoup pour l'évocation de cette série qui, vraiment, par rapport à l'actualité aux États-Unis ces dernières années, j'allais dire, résonne parfaitement et permet, je pense, aussi aux auditeurs qui vont aller la regarder, en tout cas j'espère, d'avoir un regard peut-être beaucoup plus pertinent, plus nuancé, comme vous avez essayé de le montrer, sur la communauté africaine-américaine. Et j'espère vous retrouver, Laurence, bientôt dans une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.